Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Bonsoir, après l'effervescence sportive, soyez les bienvenus sur cette libre antenne d'Europe 1, où je vous accueille derrière mon micro, dans un studio soudain plongé dans une lumière bleutée tamisée qui invite à la confidence. C'est au 39-21 que vous pourrez me joindre jusqu'à 1h du matin pour échanger ensemble autour de vos problématiques, afin de leur donner un nouvel éclairage, justement. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter, disait sœur Teresa. J'aime pour ma part dans ce propos l'indication que vivre nécessite en effet une posture active. Car si nous ne naissons pas tous égaux, nous avons tous matière à nourrir nos désirs et tendre vers une réalisation de nous-mêmes, quelle que soit notre vie. Mais pour ce faire, il faut être vigilant. La tentation est tellement grande quand nous avons mal de nous réduire à la plainte et, comme le nourrisson que nous étions hier, attendre encore et encore les bras et les soins de l'autre. Restons donc acteurs de nos vies, puisque là est tout l'intérêt de notre position d'adulte et la résultante de notre ambition chevillée au corps dès notre plus jeune âge. Alors parlons-nous, réfléchissons ensemble, ouvrons-nous des portes, la vie nous attend. 39-21, c'est le numéro vous permettant de joindre le standard de la libre antenne. Amandine et Hassan vous accueillent tout en gentillesse. Pour l'envoi d'SMS, c'est le 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit. Et également, vous avez la possibilité de l'envoi d'un mail au www.europe1.fr rubrique La Libre Antenne ou plus rapide encore, libreantenne@europe1.fr. Et en tandem avec moi ce soir à la réalisation de cette émission, Fabrice. Voilà, la Libre Antenne c'est maintenant 39 21. La libre antenne sur Europe 1. Catherine Blanc. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir Catherine. Bonsoir, je suis ravie de vous recevoir ce soir. Moi aussi, je suis ravie de vous entendre. Je vous remercie de prendre mon appel. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui fait votre venue ce soir ? Donc, ma venue ce soir, c'était une problématique de travail, Mais je vous en prie. Je suis un petit peu émue. Mais je comprends. Je suis mariée depuis 5 ans et puis j'ai eu pas mal de problèmes avec mon mari puisque nous sommes connus 1 an auparavant de notre mariage. Mhm. Et donc, on arrive à un point où je ne sais plus si c'est moi qui ne va pas ou si c'est lui qui ne va pas. Je sais plus. Je suis complètement perdue et puis je pense qu'il me manipule, qu'il est un peu pervers. Parce Ce sont des gros mots, Pardon ? dites donc. Ce sont des gros mots, dites donc. Donc, en quoi est-il pervers ? En tout cas, que se passe-t-il pour que vous ayez cette lecture-là de manipulation ? C'est-à-dire que il peut être très gentil, Oui. comme il peut très bien me dire qu'il ne me désire plus en face, Mhm. qu'il ne veut plus me voir. D'accord. Et 2 heures après ou 3 heures après, il me dit « Mais ça va, tu n'es pas trop fatiguée ?» D'accord. Mhm. En plus, par contre, il y a un truc que je ne sais pas. Est-ce que c'est tout à fait normal Voilà. Il aime la musique classique, mais il n'aime la musique classique que par des chanteuses très jolies. Donc, il télécharge toutes ses photos sur son ordinateur et sur son portable. Mhm. Est-ce que c'est une attitude normale ? Je finis par douter de moi, de ne plus savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est la normale, qu'est-ce qui n'est pas la normale. Alors, excusez-moi Marie-Lou, parce que le téléphone coupe certaines syllabes. Est-ce qu'on essaie de vous rappeler peut-être ?
Non, parce que ou alors essayer de rester plus proche, ou de oui, pas bouger je peut-être. vais essayer de pas bouger. Voilà, c'est Voilà, ça. j'essaie de pas Merci. bouger. Merci. Donc voilà, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis plus, si c'est moi qui vois tout de travers, si c'est moi qui comprends mal, je sais plus. Je suis complètement perdue. Alors, vous êtes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 5. La relation, elle a évolué en ce sens petit à petit enfin, jusqu'à maintenant. Enfin, ça s'est mis en place dans ces derniers temps, où vous avez le sentiment que finalement, ce qui se révèle maintenant a toujours été plus ou moins présent. Ça a été toujours plus ou moins présent parce qu'il y a 2 ans, nous avons décidé de faire un break. Oui. Et donc, je suis partie à l'étranger pendant 2 semaines. Mhm. Et puis, l'instinct féminin, m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça m'a pas trompée puisque je suis rentrée vite fait. Il me trompait, il avait rencontré quelqu'un, il me trompait, il vivait déjà avec la personne. D'accord. Donc on a essayé de comprendre, de faire évoluer les choses. Et donc, quand on a essayé d'évoluer les choses, on a fait le point et tout est allé plus ou moins dans l'ordre des choses. On a réussi à se reconquérir. Et puis voilà, rebelote et ça recommence là, mais dans d'autres sens, quoi. Et quand ça a repris, quelle a été son attitude, son discours quant à ce qui justement cette autre relation entretenue dans un temps de rupture, malgré tout, entre vous? Disons, il m'a dit qu'il avait été séduit par cette personne et que voilà, mais qu'il ne recommencerait plus parce que la personne a été très possessive, très jalouse et elle lui a fait voir de toutes les couleurs. Mhm. D'accord. Bien, alors essayons d'y voir un petit peu plus clair là-dedans. Donc d'abord, votre mari a quel âge, s'il vous plaît? Il a 67 ans. 67 ans, d'accord. Et vous en avez 60, hein, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, et il a eu avant une autre vie, il a été marié, il a eu des enfants, il a été en couple Oui. longuement. Il a été en couple pendant 26 ans. D'accord. 26 ans. Mhm. Et il a trompé sa première femme 4 fois. D'accord. Ok. Bien. Je pensais que j'aurais pu le changer, mais j'aurais dû m'en douter. Alors, oui, on a toujours ce souhait de changer les autres. C'est un vilain défaut que nous avons tous dans nos relations de couple. On cherche toujours à faire cheminer l'autre dans la direction de nos fantasmes, de nos désirs, de notre idéal. Et la réalité, c'est que l'autre est autre. Et évidemment, nous heurtons systématiquement à cette réalité-là et qui devient douloureuse, évidemment, parce que au lieu d'accueillir ce qu'est l'autre dans ce qu'il nous apporte, on note plutôt ce qu'il ne nous apporte pas, dans le sens où il ne répond pas à notre attente. Et du coup, on est toujours enclin ou encline à lui en vouloir, évidemment. Alors maintenant, quand même, pour revenir, parce que la relation n'est quand même vraiment pas confortable, et je l'entends bien, et surtout ça reste quand même une relation assez jeune, et que dans ce temps de jeunesse, on peut se dire que il y a matière à découvrir, à construire, puisque toute relation de couple nécessite quand même de se remonter un peu les manches. Et c'est une erreur de penser que parce qu'on se désire, parce qu'on s'aime, eh bien que tout va rouler de soi-même, que rien n'est à construire, rien n'est à faire. L'amour peut y suffire. Or, toute relation a besoin de cheminer, elle a besoin de paroles, elle a besoin d'échanges, elle a besoin de projets communs. Et qu'en était-il de ce côté-là, vous concernant tous les deux? Disons, les projets, nous en avions beaucoup, mais ils changent souvent. Ils commencent par un projet et puis ils se lassent très vite. Donc, il faut changer. Mhm. Alors, par exemple, quand vous dites il se lasse, c'est parce que le projet est fait, il faut en trouver un autre, ou il n'aboutit Voilà, pas, le tout à fait. projet? Non, c'est-à-dire que le projet, il se lasse et il faut passer à autre chose.
je le compare souvent à un petit enfant, vous savez, Mhm. qui, quand il a un nouveau jouet, il est tout euphorisant. Et puis, quand il a plus à découvrir, eh ben, il le laisse tomber, ça l'intéresse plus. Mais ce que vous dites certainement une analyse très juste, dans la mesure où, effectivement, quand on observe comme ça une difficulté à faire avec le réel, c'est-à-dire on est très excité à l'idée d'une aventure, quelque projet que ce soit, et puis on arrive au but de cette aventure, et puis au lieu de continuer à se nourrir de ce que l'on a découvert et d'en tirer des conclusions ou des satisfactions que l'on va poursuivre, reporter sur petit à petit un autre projet tranquillement, etc. Souvent, eh bien, la chose acquise pour certains est déjà sans goût. Comme si finalement c'était j'attends beaucoup et puis ce que j'ai eh bien ne suffit pas à me combler. C'est-à-dire c'est une sorte d'illusion déchue systématiquement. Et du coup, évidemment, ça fait effectivement le petit enfant qui voulait le jouet, et puis quand on lui donne le jouet, non, c'est le jouet d'à côté, et puis un autre, parce qu'en fait, il n'arrive pas à gérer son désir et la frustration inhérente de toute façon au désir, c'est que quand on prend celui de droite, de jouer, ben, on ne peut pas prendre celui de gauche. Et il y a quelque chose certainement chez lui autour de cette frustration qui n'a pas trouvé d'apaisement, peut-être dans sa relation enfantine, certainement en tout cas, mais je ne sais pas de quel ordre, bien sûr, il s'agit. On ne va pas faire une psy sauvage comme ça à distance, mais certainement que vous avez quelques idées, vous, connaissant peut-être un peu plus sa vie personnelle, sa vie d'enfant, mais effectivement, quelque chose qui fait qu'il n'a pas pu se poser tranquillement, goûtant au plaisir d'une conquête ou d'un événement ou d'un temps, qu'il était déjà en train de regarder ce qu'il pourrait louper. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait l'analyse que j'en tire aussi. Mais le problème, c'est comment vivre avec une personne comme ça et comment supporter tous ces changements, que ce soit dans les plaisirs à deux ou que ce soit même dans des constamment changements sur des activités qu'il fait Ma- lui-même. Marie-Lou, pardon. Et- Je ne sais pas si vous bougez, si c'est dû au fait que vous bougiez ou pas, mais on a vraiment du mal à avoir la clarté de votre propos. Est-ce que je peux vous demander de ne plus bouger? 1, 2, 3, je vais soleil, on essayer ne de ne pas bouge plus. bouger. Je bouge plus, promis. Merci, merci. Donc, pardon, oui, Donc, comment vivre avec quelqu'un comme ça, effectivement. oui, parce que il est comme ça, il faut que je l'accepte comme ça. Mais pour moi, c'est douloureux, c'est difficile, je souffre d'une fibromyalgie et là, depuis une semaine, c'est des douleurs affreuses. J'ai du mal à bouger, j'ai du mal à dormir, j'ai des crampes d'estomac, j'ai des maux de ventre. C'est tout mon corps qui parle, quoi. Bien sûr. Oui, je comprends bien parce que effectivement, vous êtes d'une part, il y a une relation. Alors, vous avez votre symptôme qui est un symptôme extrêmement violent, mais qui est évidemment qui devient le nid d'une souffrance psychique. Et effectivement, comment vit-on avec cela? Alors, si vous le permettez, on va faire une toute petite pause et on va essayer toutes les deux d'essayer de comprendre et le sens qu'elle peut avoir une relation comme celle-là et comment effectivement, et qu'est-ce que ça raconte même de vous, tout cela peut-être un peu. Donc on se retrouve tout de suite. Mais ne bougez pas, hein. Je ne bouge pas, promis. À tout de suite. Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Et nous sommes ensemble à nouveau, Marie-Lou. Vous êtes là? Je suis là, je n'ai pas bougé. Vous je me n'avez suis pas installée bougé. plus confortablement. Très bien, très bien. Donc, essayons votre question juste avant notre petite pause était de savoir comment vivre avec cet homme, votre mari, qui peine à avoir de la continuité dans son plaisir et dans sa relation à vous et dans la construction de la relation. Et qu'il semble chercher toujours une sorte de stimulation au travers notamment d'une stimulation fantasmatique de jolies femmes dont il télécharge les photos, et puis aussi de la continuité, la difficulté qui est pour lui, la continuité
dans les projets qu'il a avec vous et humer le bonheur, le plaisir de ces projets, qu'il est déjà en train de sauter sur un autre projet ou revendiquer un autre projet, un peu comme un enfant capricieux, disiez-vous. Alors, avant de parler de lui, parlons de vous. Parce que vous me disiez aussi avoir un symptôme douloureux, donc avoir un corps qui parle, qui crie même, qui pleure. Qu'est-ce qui fait que justement cette relation, vous avez pu la tenir jusque-là? Qu'est-ce qui fait que, à quoi vous accrochez-vous chez cet homme qui, malgré tout, doit répondre à quelque chose pour que vous ayez une telle endurance? Euh, disons, c'est quelqu'un il est gentil quand même. Il est prévenant. Il aime bien prendre soin de moi. Quand je dors mal, il me demande pourquoi j'ai mal dormi. Il est toujours aux petits soins. Mais c'est dès que je revendique quelque chose que ça ne va pas. Et alors, justement, alors pourquoi d'ailleurs vous employez le terme revendiquer? Parce qu'on peut désirer des choses, parler de soi, tout ça, il l'entend comme une revendication ou c'est une revendication? Il l'entend comme une critique, comme une agression vis-à-vis de lui. C'est-à-dire comme si vous lui coupiez ses ailes, sa liberté ou jugiez qui il est, c'est ça? Que je le juge surtout. D'accord. Alors évidemment, on ne va pas répondre à cette question, mais bien sûr peut se demander de qui ça parle avant vous, hein, dans son histoire à lui, pour que tout de suite il soit arc-bouté et en défensive dès lors que vous parlez de lui ou vous revendiquez quelque chose. Certainement que ça doit réveiller des choses qui le font se mettre en position de défense. Mais Disons oui, excusez-moi, juste une petite précision. Sa première femme, c'était tout à fait le contraire de moi. C'était quelqu'un qui était gentil, ils avaient les mêmes goûts, les mêmes attraits, donc ils étaient toujours en accord. Moi, j'aime la vie, je vis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Et je ne fais pas pour lui faire plaisir, je fais ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Et ça, il a du mal à le supporter, à l'accepter. oui, parce que ça doit certainement lui renvoyer un sentiment d'impuissance, justement, à faire en sorte que ça aille. C'est-à-dire que si son ex-femme était une femme qui était soit au même diapason que lui, soit dans le plaisir, un peu d'une certaine adhésion à son projet, à son désir, à ses élans, à son rythme, évidemment, quelqu'un qui le contre, non pas pour le contrer, mais parce que vous avez un autre rythme ou d'autres regards, d'autres valeurs, eh bien, semble pointer peut-être chez lui le fait d'être dans l'incapacité de subvenir à vos besoins, d'être au rendez-vous de vos joies. Et du coup, son image en est ternie, son identité, son orgueil en est peut-être piqué, parce que justement, il est remis en question dans sa compétence, en quelque sorte. Mhm, tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison et vous l'analysez complètement. Complètement. Mais alors, évidemment, que vous ayez envie de vivre, d'ailleurs, c'était touchant, tout à l'heure, vous disiez de son ex-femme qu'elle était tout le contraire de vous et qu'elle était très gentille. Je ne pense pas que vous ne soyez pas très gentille, vous aussi. Ne pas adhérer au désir de l'autre ne veut pas dire être méchante. Avoir un autre regard sur le monde ne veut pas dire être méchante. Donc, aimer vivre ne veut pas dire être méchante. Mais donc, si je reviens maintenant à vous, qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui... il est gentil, il faudrait qu'il le soit tout le temps. Peut-être que lui, il attend aussi que vous soyez tout le temps gentille, c'est-à-dire abondant dans son sens. Et vous l'aimez pour ces moments où il est très gentil, puis il y a des moments où il vous échappe. Et là, après, je ne juge pas la forme de l'évasion, bien sûr, mais est-ce qu'un couple, ce n'est qu'être dans la direction de l'autre et le soin de l'autre? C'est ça, bien sûr, mais ça n'est pas toujours ça. On est tous animés d'élan, comme vous le dites de vous-même d'ailleurs. Vous avez des élans très différents de lui. Vous aimez la vie et peut-être des choses différentes de lui. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il serait méchant de ne pas adhérer à vos désirs ou à vos intérêts, pas plus que vous ne l'êtes à ne pas adhérer aux siens.
Oui, tout à fait. Mais je, quand je dis que je suis méchante, je ne me considère pas comme méchante. C'est-à-dire que euh, je l'apprécie, je l'aime et il est, oui, si je l'ai, si on s'est mariés, c'est parce que j'avais envie de réussir mon couple. Mais le problème, c'est que je ne veux pas réussir toute seule et que lui baisse très, très souvent les bras et souvent je suis derrière à lui dire, tu sais, un couple, il faut composer, il y a des moments où c'est en bas, des moments où c'est en haut, et bien c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'on se soutienne, qu'on aille dans le même sens, pas que l'un parte d'un côté et l'autre de l'autre. Oui, qu'on aille dans le même sens ou qu'on aide l'autre qui n'arrive pas à avancer. Parce qu'il y a des moments, c'est un peu ça. Fais-moi confiance, euh, viens, ou qu'est-ce qu'on a mal compris l'un l'autre. C'est sûr qu'effectivement, un couple, on voudrait toujours l'euphorie, mais l'euphorie n'est pas possible. D'ailleurs, même notre cerveau n'en est pas d'accord. C'est-à-dire que dès qu'on a des plaisirs, eh bien, notre cerveau tout de suite fait chuter ce truc-là parce qu'on a peur de la folie si on restait que dans le plaisir. Même en matière de sexualité, l'orgasme ne dure que quelques secondes parce qu'on ne peut pas rester dans un stade euphorique. Donc automatiquement, il y a des moments où il y a des creux de vagues qui sont bien sûr un peu ou plats ou tristes par rapport au moment de joie, mais qui augure aussi de tout ce qui est à construire pour retrouver des élans, pour retrouver la joie et la complicité et le plaisir commun. Donc vous avez raison, un couple, ça n'est jamais le plaisir H24. Et c'est pour ça d'ailleurs que nombre d'hommes ou de femmes dans notre société aujourd'hui de consommation, qui nous pousse toujours, qui nous exhorte à la consommation, préféreraient systématiquement un nouvel élan, une nouvelle relation et toujours une nouvelle relation pour rester toujours au-dessus de la vague, en quelque sorte, surfer sur la vague sans accepter qu'à certains moments on boit un peu la tasse, on prend un peu l'eau et ce n'est que pour remonter et pour à nouveau surfer sur la vague que l'on s'est choisie. Donc évidemment que à ce moment-là, quand vous lui dites ça, c'est en fait c'est lui proposer de le prendre par la main. Peut-être faudrait-il aussi lui demander pourquoi il craint les moments un peu plus moyens, un peu plus plats, parce que il fait pas tous les jours beau, par exemple. Et qu'est-ce qui lui fait peur? Pourquoi il doute soudain? Est-ce que c'est pas justement à ce moment que c'est particulièrement important de dire combien vous lui êtes attaché et combien vous l'aimez, pas bien sûr à n'importe quelle condition, à aucun moment s'il vous fait du mal ou s'il vous parle mal, bien sûr, mais que vous l'aimez et que c'est dommage d'abîmer ça parce il est tellement capable et il est tellement ce que vous appréciez par ailleurs. Est-ce que vous Je lui arrivez ai à lui déjà dire? dit plusieurs fois. Je lui ai déjà dit plusieurs fois tout ça. Et je lui ai dit, quand nous avons des moments bien, je lui ai dit, tu vois, on est bien là. Mais on aura des moments où on sera moins bien. Et il faut qu'on se rappelle de ces moments bien pour qu'on puisse se retrouver dans ces moments bien. Mais il oublie très vite ces choses-là. Il repart dans ses démons, je ne sais pas. Alors, venons-en justement à ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir qu'il a trompé sa première femme, quand vous vous êtes séparés, il a eu tout de suite une autre relation, et puis ces images qu'il télécharge de jolies femmes. Évidemment, vous disiez, est-ce normal? On peut se dire que ce qui pose question, c'est le côté un peu addict dans son comportement. Parce que sinon, regarder des jolies femmes, c'est normal. Comme je vous souhaite de regarder les hommes autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'on se saute les uns sur les autres. Mais regarder, voir, envisager les autres, les trouver à son goût, quand bien même, ce serait même une stimulation, même érotique, qu'on garde au fond de soi, ça n'est pas anormal. Le couple, ce n'est pas de mettre des œillères sur le monde pour ne voir plus que la personne avec qui l'on est. Pour autant, vous avez raison, ce qu'il fait est un mécanisme un peu obsessionnel d'une certaine manière. Il est tout le temps sur son téléphone ou son ordinateur pour aller télécharger une photo ou une autre.
il y a quelque chose de l'ordre de l'évasion de l'ici et maintenant pour une rêverie toujours ailleurs. Et évidemment, plus on rêve ailleurs, plus le décalage qu'il y a entre la rêverie et le réel est grand, et plus on en veut au réel, à savoir vous, on lui en veut d'être que le réel. Et donc, Tout à fait. et donc, vous avez raison. À ce titre, ce n'est pas normal au sens paisible, parce qu'il n'y a pas une question morale là-dedans, mais ça n'est pas paisible pour lui. Mais sinon, regardez les autres, regardez le monde, être ouvert à nos goûts. Et d'ailleurs, au moment où on regarde des gens, on regarde plus même des âges, on regarde pas nécessairement l'âge que l'on a soi, parce que on ne se vit pas avec son âge, on se vit avec son désir dans l'absolu, son désir d'ado, son désir de jeune adulte, son désir d'adulte mature, etc., etc. Et ça fait partie de tout être humain. De même, on rêve la nuit. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Et moi, la première, quand il y a un bel homme qui passe, je regarde, mais je regarde avec discrétion, je regarde avec respect pour la personne qui est à côté de moi. Bien sûr. Lui, il regarde d'une telle façon que je lui ai déjà dit plusieurs fois, je ne sors plus avec toi. Oui, il vous efface. Parce que ah oui, il regarde la femme, il fait un sourire, et moi je suis à côté. Je lui dis, mais tu te rends compte de ce que je souffre? Je m'imagine, parce que c'est ce que je pense moi, quand je te vois regarder une autre femme comme ça, je me dis, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il a comme femme à côté? Et il n'a vraiment plus envie de sa femme puisqu'il regarde les autres femmes comme ça. Et c'est une douleur pour moi incroyable. Donc je préfère ne plus sortir avec lui pour ne plus assister à ces scènes-là. Oui, et évidemment, bien sûr que je comprends la douleur que c'est, parce que c'est assez humiliant, surtout s'il vous dit qu'il ne vous désire pas par ailleurs. Et c'est là la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on reste avec quelqu'un qui vous dit violemment qu'il ne vous désire pas, si tant est que vous le désiriez vous-même, hein, parce qu'on peut aussi aimer un homme et ne pas le désirer non plus, hein, parce que l'histoire sexuelle n'est pas nécessairement dans l'enchevêtrement du lien amoureux. Hein. Elles peuvent être complètement décorrélées ou en panne quand l'amour perdure. Donc évidemment que c'est extrêmement douloureux. Et cette façon de faire, alors après, il n'est peut-être que là-dedans parce qu'il anime une sorte de fantasme pour se vivre en capacité érotique, alors qu'il peine peut-être aussi. Vous savez, peut-être que sa sexualité et son désir ne sont pas nécessairement complètement maîtrisés par lui-même, ou en tout cas au rendez-vous qu'il souhaiterait. Et du coup, il est beaucoup dans la projection, il est beaucoup dans une idée de lui. Et que ces femmes croisées dans la rue le laissent imaginer. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Parce qu'une fois, nous avons discuté, il me disait que lui, ce qu'il aime, c'est être séduit. C'est ça. Donc, être séduit. C'est ça. Donc, il a besoin de montrer. Donc, vous voyez bien, ce qu'il cherche, c'est voir, être tout d'un coup excité au sens pas sexuel du terme, hein, excité au sens psychique du terme, par l'autre, et voir que l'autre a réagi à ça, et être vu par l'autre comme pour se faire exister. Donc vous voyez, c'est tout à fait ça. Voilà, et dans cette façon de faire, on pourrait penser à beaucoup de désirs de la part d'une personne pour les autres, mais en réalité, c'est beaucoup d'inquiétude quant à soi. Et moi, ce que j'entends là-dedans, c'est certainement une inquiétude qu'il traîne depuis longtemps dans sa vie, mais un besoin de réassurance, un besoin de se voir exister. Et dans la démultiplication, c'est plus, non pas le désir pour ces autres femmes, mais c'est le désir d'exister pour un maximum de monde, pour se rassurer quant à lui-même. Alors, voilà, donc je vous laisse évidemment y réfléchir, et ne surtout pas oublier de réfléchir, vous, Marie-Lou, dans quelle mesure vous ne vous faites pas violence, et jusqu'où peut-on accepter, parce qu'il n'est pas question de rendre l'autre le tyran de sa propre vie. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais le souci, c'est que je me suis enfermée dans une relation, que ce soit amoureuse ou financière, c'est ça, où je suis bloquée. Et vous voyez, je suis bloquée. Et j'entends. Et d'ailleurs, votre symptôme physique raconte la même chose, Marie-Lou.
C'est-à-dire être tout d'un coup l'esclave de l'autre, l'esclave d'une situation matérielle et d'un corps qui se raidit et perd sa liberté et son autonomie. Voilà Marie-Lou, je vous laisse y réfléchir et je vous souhaite bon courage dans la compréhension de tout ça pour pouvoir trouver des petites brèches pour la liberté qu'il vous faut absolument conquérir dans leur relation ou en dehors si ce devait être le cas. Je vous remercie beaucoup, Catherine. Je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée. À bientôt. Merci. À très au revoir. bientôt. Bonne soirée, Marie-Lou. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Sur Europe 1, Catherine Blanc vous écoute et vous accompagne. Et nous prenons maintenant Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors dites-moi. Eh bien, je voulais raconter une histoire d'adoption qui, malgré les instants difficiles, a été une adoption heureuse. D'accord, racontez-nous. C'est-à-dire la mienne, je suis née en 19... Je vais essayer d'être claire, Oui. parce que c'est un petit peu compliqué. Je suis née en 1940, de père inconnu, et reconnu par ma mère. Je vais donner un prénom, peu importe, Jacqueline. D'accord. Et en 42, n'étant pas épousée par le papa, car il était de noble lignée et nous n'étions pas nobles et la famille n'a pas voulu du mariage. Mhm. Et en 42, ma maman s'est suicidée. Donc vous aviez 2 ans. J'avais 2 ans. D'accord. Donc j'ai été prise en charge au niveau de tuteur, mon grand-père. Mhm. Et 2 ans après, j'ai été adoptée par la sœur de ma mère, D'accord. qui était plus âgée, qui n'avait pas d'enfant. Et jusqu'à mes 20 ans, j'ai totalement ignoré. On me présentait toujours cette jeune femme dont la photo était sur le piano, très belle, qui était très jeune, qui était morte de tuberculose. On ne me disait pas plus, donc on m'a emmenée au cimetière, prier sur sa tombe, j'ignorais tout. Mhm. Et alors, en 1960, je suis rentrée, ça s'est pas très bien passé, mais bon, je suis rentrée d'une surprise partie beaucoup trop tard par rapport à l'heure qu'avaient dicté mes parents. Ils étaient en colère et la colère a fait qu'ils m'ont à ce moment-là dit que je n'étais pas leur fille et ils m'ont tout expliqué. D'accord. C'était En, un je sais cadre pas, un peu violent. une demi-heure, 3/4 d'heure, tout est Tout a été déballé. dit. Et ma mère est allée dans sa chambre, ma mère donc adoptive, est allée dans sa chambre et elle est revenue avec toutes les lettres d'amour de mon père à ma mère. Mhm. Avec les lettres de mon grand-père qui demandait que si ce monsieur n'épousait pas sa fille, qu'il reconnaisse au moins l'enfant. Mais c'était 1940, c'était pas facile. Non, bien sûr. Bref. Donc, l'espace d'un instant, à minuit passé, j'apprends que je ne suis pas la fille de mes parents. Tout le monde pleure, évidemment. Je ne comprends pas toujours ce qui m'arrive. Et mes parents partent se coucher. Je reste avec toutes ces lettres d'amour. Donc, j'ai passé, évidemment, le reste de la nuit et le lendemain à lire, à apprendre que je suis un enfant de l'amour, à apprendre une merveilleuse histoire d'amour, la plus belle, j'étais le plus beau des enfants, etc., etc. D'accord. Bon, j'ai eu une jeunesse très, 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 très heureuse avec mes parents adoptifs. Je les remercie et je les respecte aussi parce qu'ils m'ont amené énormément de choses. Sachant ça, en 1961, j'ai décidé de partir à la recherche de mon père. Mhm. Alors, comme il était d'ascendance noble, qu'ai-je fait ? J'ai regardé dans le bottin mondain. J'ai Meilleur moyen. retrouvé. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Meilleur moyen de le retrouver, vous avez raison. Voilà. Et bon, dans le bottin mondain, comme mes parents, j'avais le nom, bien sûr, j'ai retrouvé le nom. Et il était directeur d'une grosse société à Paris. Mhm. Et j'ai téléphoné. Évidemment, la secrétaire m'a dit de la part de qui ? Je dis Dominique Bernard Meyer, Dominique, bref. Oui, mais je peux pas vous le passer comme ça. Alors, tout d'un coup, je me suis dit, bon, je vais dire la vérité. Dites-lui que je suis sa fille. Et je l'ai eu tout de suite au téléphone. Mhm. Et le lendemain, dans l'après-midi, je me présentais à son bureau. Oui. Alors évidemment, il avait les mains qui tremblaient, moi j'avais les mains qui tremblaient. C'était très, très impressionnant. Je comprends. Et je me suis retrouvée devant un homme qui était exactement mon portrait physique.
Bien sûr, lui en homme, moi en femme. Et il a fait venir sa secrétaire, il lui a dit allez dans mon coffre-fort, sortez-moi un dossier avec le sceau de sa famille. Il a sorti le dossier. Et il m'a fait reconnaître les écritures de ma mère. Il avait tout regardé, toutes les lettres d'amour, les lettres de mon grand-père, de mon oncle, enfin de la famille qui réclamait le nom au moins pour l'enfant. Et je suis arrivée, si vous voulez, dans ce bureau avec un peu de, pas de haine, parce que je n'ai pas de haine, mais un petit peu de colère. Bien sûr. Et puis finalement, ma colère a disparu. Au départ, je vais dire, nous avons sympathisé, on s'est rencontrés, et de plus en plus, eh bien, on est arrivé à s'apprécier, à s'aimer. J'ai fait des voyages avec lui. Il était plus jeune que mes parents, bien sûr, donc il m'a appris d'autres choses. Évidemment, ma famille n'a pas été ravie d'apprendre ça parce qu'ils ont pensé que c'était l'argent qui m'intéressait. Or, ce n'est pas l'argent qui m'intéressait. C'était d'au moins connaître le père, ne serait-ce que l'espace d'un rendez-vous. Et la chance que j'ai eue, c'est que justement, on s'est attachés l'un à l'autre et pendant des années, eh bien, on n'a pas vécu ensemble, mais on s'est côtoyés, on est sortis, on est allés en vacances. Alors, je voulais dire que je ne juge personne. Ma mère a souffert. Ma mère adoptive a souffert aussi parce que mon père adoptif est parti avec une maîtresse et il s'est aussi suicidé. Donc, j'ai eu 2 mamans suicidées. Donc, j'ai eu des passages très durs, très difficiles. Mais, je me suis toujours accrochée à cette idée que, mis à part que je n'ai pas connu ma vraie maman, j'ai quand même eu une maman, un papa, et après, j'ai rencontré mon vrai papa. Et de là est née une sorte, comment dirais-je, d'équilibre dans la vie. Maintenant, j'ai 79 ans, je suis sereine, et j'ai gardé pour eux de l'amour, tout simplement. C'est une histoire qui est très romanesque, pour le moins. Tout à fait. Alors, évidemment alors, d'abord, merci de ce témoignage. Et d'une première chose que je voudrais dire, c'est que on entend dans votre voix énormément d'assertivité. Donc, on voit bien que vous n'avez pas été un enfant qui s'est effacé, au loin s'en faut, et combien finalement vous avez été pour de multiples raisons, un enfant de l'amour d'un couple, Absolument. mais aussi l'enfant de l'amour d'un couple qui n'en avait pas, qui souffrait de ne pas en avoir. Donc vous avez été énormément désiré, considérablement désiré. Seule problématique étant les conventions d'une époque et les parents de ces amoureux, en fait, puisque ce ne sont pas les amoureux en question qui ont arbitré cela. Après, il y a des choses, évidemment, qui participent de l'histoire un peu romantique. Mais si vous le permettez, Dominique, on va faire une petite pause et je vous retrouve tout de suite après. Je vous remercie. Alors, à tout de suite. D'accord. Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est minuit, vous êtes sur Europe 1. Les informations présentées par Sophie Tussaud. Rebonsoir Sophie. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la défaite des Bleus face à la Turquie dans les éliminatoires à l'Euro 2020. Le témoignage poignant des sauveteurs rescapés qui ont chaviré hier, vendredi, au large des Sables d'Olonne. Et puis 72 élus de droite et du centre qui choisissent de soutenir Emmanuel Macron. Europe 1. Soirée difficile pour les Bleus en Turquie. Les champions du monde en titre se sont inclinés 2-0 dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2020 et perdent à la tête de leur groupe. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, son équipe a manqué de niaque. On n'a pas fait le match qu'il fallait face à une équipe qui a joué comme elle aime jouer et nous on n'était pas là. Donc c'est ça le haut niveau. Qu'on soit champion du monde ou pas d'ailleurs, à partir du moment où on n'est pas là avec les intentions, on ne peut rien espérer. Et heureusement que c'est comme ça. Donc on prend une belle gifle ce soir. Prendre le temps d'analyser, mais on a un match qui nous attend différent, mais dans 3 jours. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est bravo à la Turquie et nous retourner à nos basiques.
Didier Deschamps répondait à nos confrères de TF1. Dans l'actualité également, les 3 sauveteurs tués en mer ce vendredi lors de la tempête Miguel recevront la Légion d'honneur à titre posthume. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron sur Twitter, qui affirme que ces hommes sortis en mer pour porter secours à un marin en détresse sont des héros. À la mi-journée, le glas a sonné au Sable d'Olonne en leur hommage, et quelques heures à peine après que David et Christophe, 2 des rescapés, ont raconté leur calvaire au milieu d'une mer démontée qui a fait exploser la passerelle et les vitres du bateau. Tout s'est, je dirais, déroulé comme ça devait se dérouler. Dans la passe du Sud, on a remonté plein ouest, comme d'habitude, comme les anciens nous ont appris. De la part de tout l'équipage, tout s'est très bien passé. Sauf que voilà, les carreaux ont implosé. Et même après les carreaux implosés, à aucun moment, et surtout nos 3 camarades qui n'ont pas eu la même étoile que nous, parce que nous, on en a eu une putain d'étoile hier. Et eux, ils ne l'ont pas eu. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, le plus important, à travers les bateaux, ce qu'on voudra, c'est surtout pour nos 3 copains qui ne l'ont pas eu, cette putain d'étoile. Et voilà. C'est à eux qu'il faut penser. C'est à eux. Et moi, je pense à Yann, à Alain, à Dimitri. C'est eux surtout. Et l'équipage, à aucun moment, il a été remis en cause. Il n'y a jamais eu un mot. Même quand les vitres ont implosé. Personne n'a parlé à bord. Personne n'a parlé. Donc, je veux dire, voilà, là, l'équipe de la SNSM qui était là-bas hier à bord était que des professionnels. Le témoignage de 2 des rescapés au micro européen de Pierre-Baptiste Vanzini. Et lundi, une marche silencieuse se déroulera à 10h30 au Sable d'Olonne en hommage aux 3 sauveteurs décédés. Ce samedi était l'acte 30 des Gilets jaunes avec une participation toujours faible. 1030 personnes se sont mobilisées au niveau national selon le ministère de l'Intérieur. C'est 500 de plus que la semaine dernière. Des chiffres contestés par les Gilets jaunes. À Montpellier, où un appel national à manifester avait été lancé, la journée a été tendue. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. 72 maires et élus locaux de droite et du centre apportent leur soutien à Emmanuel Macron. Le JDD publie sur son site et dans sa lettre quotidienne, le journal de demain, la tribune de ceux qui, pour obtenir la réussite de la France, veulent la réussite du président et du gouvernement, selon leurs propres termes. Une tribune à l'initiative de Christophe Béchu, le maire d'Angers. Il y a quelques semaines, on s'est retrouvé un certain nombre de maires à décider de soutenir la liste de la majorité présidentielle en se disant qu'il faudrait sans doute, au lendemain des élections européennes, qu'on prenne des initiatives peut-être un peu plus rassembleuses, pas seulement autour de gens qui soutiennent le gouvernement de manière active, mais de gens qui souhaitent la réussite de la France et donc la réussite du président de la République et du gouvernement et des réformes qui sont conduites. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a beaucoup d'opposition systématique. Ça conduit à hystériser un peu le débat, à toujours insister sur ce qui ne va pas, au lieu d'essayer de dire que c'est bien quand c'est bien, et donc d'avoir une certaine crédibilité pour demander des inflexions, des adaptations quand les choses vont moins bien. Ça, c'est la première motivation qui nous réunit. Et puis la deuxième, c'est d'insister sur le fait qu'au-delà des réformes qui peuvent être menées depuis le plan national pour changer le pays, pour faire en sorte de l'améliorer, il y a des quantités d'initiatives qui sont prises par les maires et qui ne demandent qu'à se propager à condition qu'on leur donne un peu de publicité. Christophe Béchu, maire d'Angers, interrogé pour Europe 1 par Victor Delande. Et vous pouvez retrouver la tribune et le nom des 72 signataires dans le journal de demain, la lettre quotidienne du JDD, consultable sur le site lejdd.fr. Priorité à l'alliance Renault-Nissan après l'échec de la fusion avec Fiat Chrysler. Le gouvernement entend renforcer les liens avec le constructeur japonais et se dit prêt à baisser sa part dans le groupe français. Annonce de Bruno Le Maire en marge du G20 Finance au Japon. Le tennis avec ce dimanche la finale homme de Roland-Garros. Dominic Thiem qui a sorti Novak Djokovic au terme d'un combat en 5-7 étalé sur 2 jours affrontera Rafael Nadal. Une rencontre que vous pourrez suivre sur Europe 1, la radio officielle du tournoi. Et côté dames, premier titre en Grand Chelem pour l'Australienne Ashley Barty qui remporte Roland-Garros. Victoire expéditive en 70 minutes 6-1, 6-3 face à la Tchèque Markéta Vondrousova. La météo, Valérie Darmon, l'accalmie aura été de courte durée parce que ce dimanche, la France est de nouveau envahie par les nuages. Absolument, et demain, le vent apporte de nouveau de l'air instable sur l'ensemble du pays et donc de la Nouvelle-Aquitaine aux côtes de la Manche. Vous serez arrosé de temps à autre par quelques averses éparses, des averses qu'on retrouve aussi dans les Pyrénées, en Corse, en Provence-Côte d'Azur, dans le Massif central, les Alpes, la Bourgogne, le Jura et le Grand Est, avec un risque orageux
nuageux dans l'après-midi, notamment en montagne. Partout ailleurs, le risque de précipitation est beaucoup plus faible, voire marginal, mais le ciel restera très très nuageux. Les températures sont assez stationnaires, le matin entre 6 à Charleville et 17 à Nice, et l'après-midi entre 15 à Cherbourg et 28 à Marseille. Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1, il est minuit passé de 7 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Catherine Blanc. Elle accompagne vos nuits. La Libre Antenne, Catherine Blanc sur Europe 1. Et nous sommes toujours ensemble sur cette libre antenne d'Europe 1. Je vous rappelle une adresse où vous pouvez joindre Amandine ou Hassan, libreantenne@europe1.fr. Écrivez-leur un petit mot, venez nous parler, exprimez-vous, donnez-vous cette liberté. Nous vous attendons. La Libre Antenne sur Europe 1, Catherine Blanc. Dominique, rebonsoir. Oui. Vous êtes toujours là. Donc, vous nous avez raconté une belle histoire, une histoire d'ailleurs qui pouvait démarrer très mal, qui est extrêmement triste, une histoire d'amour blessée, puisque une histoire d'amour impossible, d'où naît une petite fille, vous, et puis une maman qui ne se donnera la mort parce qu'elle ne pourra pas assumer peut-être ou la perte de cet homme ou l'idée d'être fille-mère. Oui, parce qu'à cette époque-là, c'était terrible d'être Bien fille-mère. sûr, parce que c'était une femme qui était de petite vertu, puisqu'elle s'était permise, d'une certaine manière, de vivre l'amour en dehors du mariage. Absolument. Et donc, voilà, donc cette histoire commence pas très bien, enfin très bien d'abord, et puis vire au vinaigre, et puis vous faites donc, il se trouve que c'est la petite fille que vous êtes de 2 ans, va être 2 ans après encore adoptée par sa tante et son oncle qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Et ce n'est qu'à 20 ans que vous découvrez que vous avez eu une maman biologique et un papa biologique qui n'a pas pu vous reconnaître, et vous partez en quête de lui. Et ce qui est très joli, c'est que cette relation va permettre une vraie relation d'ailleurs avec un monsieur ému. Et vous, qui était venu armé de potentiellement quelques reproches. Et oui, avec, bien sûr. Et avec certainement, vu le personnage que vous semblez être, autant de votre voix, avec une certaine autorité naturelle, au beau sens du terme, c'est-à-dire légitimité, votre façon de vous planter face à lui, vous vous êtes retrouvée tout aussi chamboulée et tremblante au contact de cet homme dans lequel vous retrouviez vos traits physiques. Donc où il n'y avait pas d'erreur sur l'homme en question. Et j'imagine que ce fut la même chose pour lui, puisqu'il a dû se voir au féminin et rajeuni. Donc voilà, c'est une belle histoire parce que, d'abord, dont je vous remercie, parce que les histoires chaotiques et les histoires d'amour bousculées, interdites par les parents, parce que c'est un peu moins vrai à notre époque, mais ça le reste encore, ça le reste dans certaines catégories de la société. Oui, bien sûr, hélas. C'est difficile de défendre son amour et de défendre qu'on l'assumera pleinement, et de sortir et d'être infidèle d'une certaine manière à l'éducation que l'on a reçue, ou aux conventions sociales, ou aux mots d'une société. Je vais même ajouter qu'une certaine partie de ma famille m'appelait la bâtarde. Et moi, je riais parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Avant qu'on ne vous dise les choses. Oui, bien sûr, quand j'étais jeune, une ou deux cousines qui ne devaient même pas savoir ce que ça voulait dire d'ailleurs, avaient peut-être entendu ce mot dans leur famille, dans la famille du frère de mes 2 mamans. Et voilà, j'allais dans notre famille, tous les enfants allaient au collège d'Ulst, collège de sœurs. Et j'ai fait une poésie d'ailleurs j'ai beaucoup écrit bien sûr par la suite, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait une poésie sur les marronniers car
au moment de la récréation, je n'avais pas le droit de jouer avec les enfants. Et je m'asseyais au pied d'un marronnier en attendant que la récréation se termine. Je ne l'ai jamais dit à mes parents. Et vous n'aviez pas le droit, qui vous avez Je interdit? n'avais pas le droit de jouer avec les autres enfants. Mais c'était quoi? C'était la directrice de l'établissement? C'était Oui, mais je ne savais pas pourquoi, j'étais D'accord. jeune. J'avais 9, 10 ans, 11 ans. D'accord, donc vous étiez vue Après, par j'ai elle. compris pourquoi. Bien sûr. C'est parce que sur mon état civil, il est marqué père inconnu. Et c'était des sœurs. Parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas adoptée civilement, enfin, c'est-à-dire que ça n'était pas... Si, j'étais adoptée, mais moi je ne savais rien. D'accord. Mais quand on me demande mes papiers d'état civil, il y a toujours ce mot père inconnu. Bien sûr, bien sûr. Voilà, entre parenthèses. Bon, mais en fait, j'étais très petite, je vais même vous dire, j'en ai pas souffert parce que je ne savais pas ce que c'était. Il n'y a qu'après, quand j'ai appris que j'étais pas leur fille, que j'ai lu les lettres, toute l'histoire, que j'ai posé quelques questions, encore qu'on n'avait pas trop le droit de poser des questions, que j'ai compris beaucoup de choses et des souvenirs me sont revenus en mémoire. Bien sûr. Bien sûr. Mais, et les mots ont pris un sens. Les mots les mots ont pris un sens. Je n'ai pas voulu juger. Je n'ai jamais voulu juger. Et en fait, je pense que je n'ai fait que les aimer tels qu'ils étaient. C'est formidable. Et d'ailleurs, quel a été votre parcours amoureux à vous, Dominique? Pas terrible. D'accord. Pas terrible. Alors, pas terrible parce qu'il vous a été difficile de tomber follement amoureuse? Non, parce que j'ai été élevée dans un milieu où il fallait se marier avec certaines personnes, etc., puisque c'était un milieu de bourgeois. Et j'ai fait, pour ma famille, l'erreur d'épouser quelqu'un qui n'était pas bourgeois. Ah, donc vous avez... dans les détails. Non, mais ça, c'est intéressant parce que... Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est-à-dire que peut-être qu'inconsciemment, j'ai voulu un petit peu... Réparer l'histoire. Pas me révolter, mais me rebeller contre, justement, parce qu'on est d'un milieu bourgeois, doit épouser quelqu'un d'eux. J'ai peut-être voulu me rebeller inconsciemment. Bien sûr, mais je comprends bien. Bon, ça n'a rien à voir. J'étais très heureuse avec ce premier mari. Après, c'est un divorce, comme beaucoup de... Bon, voilà, quoi. Bon, voilà. Ça s'est terminé pas trop mal, mais enfin bon, c'est une histoire d'amour qui n'a pas eu de grande suite. Et je me suis remariée, mon remariage n'a pas été non plus terrible. Et depuis des années, j'ai décidé d'être seule. Voilà. Très bien. Et du coup, vous écrivez et vous faites des poèmes. Oui, j'ai beaucoup écrit. Je pense que l'écriture m'a fait beaucoup de bien. D'abord parce que mes enfants pourront le lire, ce qu'ils ne savent pas. Bien sûr, je n'ai pas tout raconté. Bien sûr. C'est important pour moi qu'ils sachent un jour ce qui s'est passé et d'autres choses que je ne peux pas vous dire à la radio. Bien sûr. Et oui, j'écris. Et j'écris encore. Je pense que l'écriture est une très très bonne chose. Alors à une époque, j'avais écrit à Boris Cyrulnik. Et je lui avais expliqué ce que j'avais fait, parce que lorsque je suis sortie de tous mes divorces, trucs, machin, j'ai monté un élevage de labrador et golden pour les handicapés et les aveugles. Et j'ai donc vécu un peu en autarcie, si vous voulez, avec mes chiens. Donc j'ai expliqué à Boris Cyrulnik ce que j'avais fait, que j'écrivais, que ci, que ça. Je lui ai raconté mon histoire et j'ai eu une lettre de lui. Il m'a répondu en me disant « Vous avez fait votre propre thérapie ». Oui, il y a vraiment... on sent qu'il y a une force. De toute façon, rien que dans le timbre de votre voix, dans votre façon de séquencer les phrases, on sent une puissance de vie, une force de vie, une volonté de vous accaparer la vie et de ne pas vous laisser effacer. Et ça, c'est formidable. Oui, parce que dans une lettre de mon père, il y a un trait rouge. Il y a un trait rouge, au crayon rouge, dans les lettres d'amour à mon père, où il demande « Voulez-vous venir en Suisse ?» Vous comprenez ce que ça veut dire? Bien sûr, bien sûr. Et ma mère n'a pas voulu. Donc finalement, j'ai échappé. Et c'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, je suis très, très accrochée à la vie. Oui, eh bien écoutez, en tout cas, mille merci de nous raconter cette histoire, parce que c'est tellement l'illustration qu'une histoire, même malheureuse, puisque évidemment qu'il y a des manques potentiels dans tout ça, on peut chacun décider de la lire
selon le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire avec justement voir dans le fait que vous auriez pu ne pas venir au monde, eh bien, vous avez été là et vous êtes finalement, si votre mère ne s'est pas offert le droit de vivre avec cette histoire-là, dans le refus qu'elle a eu d'avorter, eh bien, elle a signifié l'importance de votre vie et vous avez su, vous, porter cette vie et pas emboîter le pas sur votre mère qui, elle, n'a pas réussi à cela. Bien sûr. Oui. Et donc, voilà, vous avez su lire l'histoire dans le sens de la vie, dans le sens de la légitimité à faire sa trace et pas être dans la seule répétition des souffrances un peu romantiques et un peu vaporeuses comme ça et souffreteuses. Vous avez choisi la vie, vous avez choisi la force de vie. Et vous avez essayé quand même de la réparer un petit peu. Vous allez oui, il reste quand même des blessures, bien sûr. Mais bien sûr, qui pourrait en être exempt? Bien sûr que non. Mais vous êtes un joli modèle. Vraiment, merci de nous donner cet exemple pour que chacun d'entre nous... Merci de m'avoir écouté. Mais je vous en prie, et continuez à écrire et à transmettre et à avoir autant de vie en vous. Voilà, parce que Merci du coup, beaucoup, vous la disséminez. Catherine. Je vous en prie, passez une très très bonne soirée, Dominique. Merci, au revoir. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1, Catherine Blanc. Et maintenant, nous accueillons Cathy. Bonsoir, Cathy. Bonsoir Catherine, bienvenue parmi les auditeurs, vous êtes toute charmante. Merci. Voilà, et ça me fait chaud au cœur que votre gentille réceptionniste, on va dire, je trouve pas le mot exact, m'appelle Cathy, parce que bon, on est deux Catherine, donc pour pas se mélanger les pinceaux, je lui ai dit, allez, on va dire Cathy. Voilà, et c'est vrai que étant seule et n'ayant plus 20 ans, il y a vraiment plus beaucoup de monde de ma famille, j'en ai de moins en moins qui m'appellent Cathy. Et vous voyez, ça me fait chaud au cœur quand j'entends quelqu'un qui m'appelle Cathy. Voilà. Je comprends bien, parce que c'est vrai qu'on en consomme beaucoup dans notre enfance, et puis petit à petit, on vire sur le Catherine. Moi j'appelle encore mon frère et ma sœur par leur petit prénom, mais c'est vrai que c'est de moins en moins. Il y a même un voisin qui m'appelle Cathy, et c'est vrai, ça fait plaisir. Voilà. Catherine, j'aurais voulu être un petit peu plus, avoir une histoire plus joyeuse à vous raconter, mais malheureusement, la vie n'est pas rose. Elle l'est pas toujours, mais elle l'est de temps en temps. Non. Bon, comme dit, la roue tourne, mais bon, faut les endurer, les événements, quoi. Alors, parlons justement des événements douloureux et donc gris d'aujourd'hui. Dites-moi. Oui, alors on vous a un petit peu expliqué? Oui, alors moi, on m'a expliqué un petit peu, mais les auditeurs, pas du tout. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de leur raconter. Mais si vous voulez, je leur raconte. Mais sinon, il vaut mieux que vous le racontiez vous-même. Écoutez, voilà, je vis actuellement je suis sous un état de choc, sûrement. Ma dernière fille, elle, choquée et traumatisée comme ses collègues de travail, parce que voilà, mardi dernier, à 1h30, ma fille travaille, je suis à Rat de Compiègne, je sais pas si vous connaissez Compiègne. Je vois où ça se situe. Voilà, ne me demandez pas votre rue, je ne saurais pas où elle est. Non. Compiègne, avant Creil, Château, Forêt de Compiègne, Arras, voilà. Vous savez, à notre époque, on a des GPS, donc voilà. un peu la géographie parfois. Voilà. Et donc, du coup, ma fille ne travaillant pas le lundi, elle a repris son travail le mardi matin. Oui. Et c'est un vêtement, je vais peut-être un peu mélanger les mots parce que quand j'en parle, ça me ouf. Et du coup, c'était un magasin de marque, très joli magasin. Quand on voit ça, ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Et du coup, elle a repris donc mardi matin et à 1h30, le magasin a pris feu. Elle était dedans. D'accord. Voilà. Alors, je vous signifie pas qu'un magasin de vêtements, c'est devenu, puis bon, comme toutes les zones commerciales, c'est de la tôle, voilà. Donc,
ça se déforme comme pas possible. Et du coup, comment dire, un magasin des vêtements, il y a du pétrole, tout ça, donc c'est une vraie torche, hein, on s'imagine pas. Et du coup, ça a pris Elle était coincée dans le magasin pendant que... Non, ils ont pu sortir, mais c'est son terrible traumatisme, c'est d'avoir vu les flammes, ils ont sauvé leur peau, mais bon, et d'être sortis, alors c'est pareil, j'expliquais hier, c'est peut-être, les gens qui ne comprennent, qui ne vivent pas quoi que ce soit de dur dans la vie, hein, quand on leur raconte un divorce, un machin, un bidule, un truc, ne peuvent pas comprendre, il faut le vivre pour le comprendre, Bien sûr. Et donc du coup, moi ça fait 15 ans que je suis seule, son papa nous a quittés, elle avait 8 ans, hein, voilà. Et du coup, 4 mois après avoir acheté une maison, vous voyez, bref. Et du coup, disons que sur mon habitation, elle a plus que moi, quoi. Et son père, elle l'a même pas mis au courant parce que il n'est pas idiot, il a certainement, ça s'est su de partout, il a certainement bien dû être au courant, il l'a même pas appelé ni rien du tout, donc ça, elle la sait aussi. Et ce qui se passe, c'est que donc le feu, elle était en caisse, donc sur le devant du magasin, elle était en caisse. Et dedans tout était bois. Dans le temps c'était un cuir center et le magasin n'avait pas été refait. La caisse était un comptoir en bois, beaucoup de bois, beaucoup pour les et vêtements femmes, hommes, donc, voilà. Donc en clair avec des matériaux inflammables. Ah oui, Et puis suffisamment anciens pour qu'ils aient bien séché. Du bois, c'était Voilà, et donc du coup, heureusement que le magasin, ce n'était pas un samedi qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y avait quand même toujours du monde qui passait, qui sortait, ça ne faisait que ça. Et ce qu'il y a, c'est que ça a pris dans la réserve. Il y avait à droite du magasin, on va dire, il y avait la caisse, après à droite d'elle, il y avait la couture, comme j'appelle la couture, les retouches, et à gauche de cette salle de couture, de cette pièce de couture, il y avait la réserve, où elle m'a expliqué, il y avait 3 niveaux de rails avec des vêtements d'en haut jusqu'en bas. Alors, en fait, vous êtes la reine des détails. Donc, ce que je comprends, c'est que il y avait matière à un magnifique feu de joie. Mais sauf qu'il y avait évidemment un danger extrêmement important pour non seulement toutes les vendeuses, dont votre fille, et peut-être même des clients, qui ont vu ça partir très vite, sans pouvoir évidemment intervenir. Ils sont donc sortis et en sont sortis sains et saufs tous, n'est-ce pas ? Oui. Mais donc c'est parti n'ayant pas de fenêtre. Est-ce que c'est un néon? Ils savent pas encore. Hein, et est-ce que c'est un néon parce que des vêtements, ça ne prend pas feu tout seul. Hein. Il faut une source de chaleur. Oui, ça, alors, il y avait quand même. Là, c'est la police criminelle qui Voilà, détermine il va y avoir des experts qui vont passer et tout. Donc il y a certainement une source de chaleur, de lumière qui a peut-être chauffé trop près d'un vêtement. Et puis maintenant, il y a beaucoup de vêtements en nylon. Donc voilà. Et du coup, les matières synthétiques là. Et donc, c'est parti là. Alors, la porte de la réserve était ouverte, donc ça a tout de suite atterri à la salle de couture, à la pièce de couture, et ma fille était à côté, à la caisse. Juste à côté, donc, elle a vu les flammes en deuxième personne. Voilà, parce que c'est une des responsables de ce magasin qui a été à cette salle de comment que ça s'appelle, cette réserve. Et puis le patron, le gérant, il était dans la salle de pause de l'autre côté du magasin. Donc elle a hurlé, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Ils ont tout de suite été chercher le patron dans la salle de pause. Et puis la dame de la couture, à ses risques et périls, a été vite traverser le magasin à sa salle la salle de cantine puis de repos, quoi, si vous voulez, quoi, de salle de pause, pour récupérer son sac à main dans son casier. Mais ma fille et 4 autres collègues n'ont pas eu le temps. Ils ont pris leurs clics et leurs claques et leurs jambes à leur cou et puis ils sont sortis tout de suite. Bien sûr. Donc en fait, mais ils ont fait quand même sortir les gens avant les clientes. Exactement. Voilà. Comme dans un avion, d'abord les clients et après les hôtesses de l'air. Oui. Alors le pire, madame, c'est qu'il y a une cliente il y avait quand même des clientes dans les cabines et femmes, et il y a une cliente qui ne voulait pas sortir. Parce qu'elle avait peur? Non, elle a cru que c'était un exercice. Ah d'accord. Voilà, parce qu'il y a quand même l'alarme qui a sonné. Alors ils ont pris un extincteur, mais pensez donc. Hein. Alors du coup, mais ça c'est une petite touche
pour mettre un petit peu de piquant dans l'histoire, si je puis dire. Mais bon, il y en a une qui a pas, nous qui sommes du Nord, la Compiègne, il y en a une qui a pas perdu le Nord. Moi, bon, elle est sortie avec la robe qu'elle avait sur elle. Au moins, Cathy, vous gardez votre humour, c'est bien. J'ai de l'humour. Mais là, on est bien secoué, vous savez. J'ai bien compris que vous étiez très secoué. Alors justement, vous êtes secoué, mais votre fille est saine et sauve. Les clients sont sains et saufs, même si une cliente a cru que c'était une blagounette. Rien de tout ça. Et alors justement, ce que je comprends, enfin j'ai cru comprendre, c'est que ce qui vous met très en colère dans cette histoire, c'est que finalement, c'est la réaction autour de vous où les gens semblent ne pas voir la gravité de l'événement. Et que du coup, vous avez notamment par exemple son papa qui ne l'a pas appelé, qui n'est pas... Entre autres. Voilà, les voisins, que tout ça finalement, comme l'histoire se termine bien, tout le monde semble ne pas voir qu'il y avait un danger imminent. Et alors, on ne sait même pas s'ils ont su que comment ça s'était terminé, puisque personne ne m'a rien demandé. Donc voilà. Alors en fait, là, vous êtes en train de le dire, c'est votre grosse frustration. Vous êtes en train de dire comment ça s'est terminé, c'est ça. C'est ça que, voilà. Alors, mais ce qui se passe, pour la petite anecdote rigolote, entre guillemets, bon, si je puis dire ça, c'est que la personne une des personnes qui avait la robe sur le dos, bon voilà, elle n'a pas perdu le nord, elle avait tout un tas d'affaires à essayer, elle est partie avec sous le bras. Eh ben voilà. Voilà, alors elle a gagné sa journée, mais bon, moi je suis pas superstitieuse, mais je me dis... J'aurais eu peur que ça me porte malheur. J'aurais pas été tranquille. Exactement. Bien mal acquis ne profite jamais, nous dit Fabrice. Voilà. Et le pire, ma pauvre dame, c'est ma pauvre Catherine, c'est que bon, ça c'était une anecdote rigolote entre guillemets, si je puis dire, mais que bon, c'est que la dame de la couture, figurez-vous que le matin même, parce qu'on est en période de mariage, communion, machin et compagnie. Bon, c'est un magasin de retouches, on peut faire des retouches privées aussi et tout. Et du coup, une des filles de cette dame de la couture avait amené le matin même sa robe de mariée. Et voilà, donc en fait, qu'on essaie d'être un peu concis, parce que là, on se perd un peu, hein, Cathy. Voilà, et la robe de mariée a brûlé. Cathy, un instant, qu'on essaie un peu de rassembler un petit peu tout ça, parce qu'on en a un peu partout sur la table, là. Donc, il y a un grand événement qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'il y a un magasin qui flambe. Ce que donc j'entends, c'est qu'il y a des gens qui auraient pu être en danger, qui heureusement ont échappé. Il y en a une qui en a profité pour partir les poches pleines. Il y en a une qui avait sa robe de mariée qui doit pleurer parce qu'elle n'aura pas de robe de mariée pour son mariage. Et on sait très bien qu'une robe de mariée, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est symbolique, quoi. Oui, exactement. Puis alors, elle va avoir peur aussi que ça lui porte l'œil, comme diraient certains. Ah oui. Moi, ça m'aurait fait quelque chose aussi, oui. Voilà. Et vous qui, en fait, êtes très en colère avec tout ça, qui nous donnez force de détail et qui êtes très en colère parce que, semble-t-il, personne n'a autour de vous ou autour de votre fille mesuré le drame que cela a représenté. D'ailleurs, on peut même rajouter que l'ampleur de la chose, j'imagine au passage que votre fille, elle va pas travailler pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une autre... Ils sont 1 an et demi au chômage technique, Catherine. Voilà. Oui. Donc, en fait, effectivement, j'entends tout ce que vous dites, évidemment, je trouve ça, et je suis heureuse que ce soit une happy end malgré tout en termes humains, même s'il y a une perte matérielle. C'est ce que j'ai dit à ma fille. Le principal, c'est qu'ils aient sauvé leur peau. Et pensez donc aussi, celui propriétaire des lieux, le patron, le propriétaire des vêtements, etc. Donc, c'est une chaîne. Donc, mais même si c'est une chaîne, il y a des petits monsieur derrière et des petites madames aussi. Donc, le patron, il était dans tous ses états, quoi, le pauvre. Oui, bien sûr, parce que de tout ce beau monde-là, se mettre à pied est une chose, on peut se dire qu'on va se la couler douce, mais ça pose des tas de questions. En une demi-heure, ils ont tout perdu, quoi, vous voyez ? Oui, ils ont tout perdu, mais ils n'ont pas perdu la vie. Et c'est pas pour autant, vous voyez, on pourrait évidemment tous avoir très très peur, on pourrait tous craindre pour nous et pour la suite des événements, mais on peut se réjouir que justement, tout le monde va bien, puisque le principal c'est ça, mais il y a évidemment... Le principal c'est qu'ils ont sauvé leur peau. Exactement, mais il y a toujours évidemment... mais il y a quand même un traumatisme sur leur effet personnel qu'ils ont perdu. Pour des gens qui
qui n'ont pas vécu ça, ça peut, on va dire, elle est pas bien celle-là, elle pleure après un sac à main, après un porte-monnaie, après une veste, après mais non, c'est plus symbolique que ça, c'est plus personnel, il y a des choses personnelles, il y a des, c'est vrai qu'un sac à main de femme, mine de rien, quand on l'a pu, qu'on se le fait voler, ou comme là, Absolument. ou d'autres occasions, mais c'est un traumatisme. Absolument. Et alors justement, Cathy, parce que là, c'est votre fille qui a vécu ce traumatisme-là. Et 4 autres collègues. Et 4 autres collègues, bien sûr. Et son patron, oui. Exactement. Donc, il y a tous ces personnages qui ont vécu ce traumatisme-là. Et en fait, vous portez vous-même ce traumatisme et vous êtes très en colère que personne ne mesure à quel point c'est traumatisant, comme si ça réveillait vos propres traumatismes, vos propres souffrances, comme si justement le fait qu'on puisse prendre des choses à vous, vous puissiez perdre des choses, comme quand on est cambriolé, où on a l'impression vraiment d'être... Oui, c'est comme un viol, c'est comme un... Bien sûr. Exactement. Et c'est comme si finalement, cet événement qui est finalement, j'allais dire, et n'ayez pas peur du mot que je vais dire, anecdotique, dans le sens où personne n'est mort, et que c'est une anecdote malheureuse, mais elle ne porte pas conséquence en termes de vie humaine, mais comme si ça avait réveillé chez vous quelque chose d'extrêmement anxieux, et qui réveillait des traumatismes. Moi, je suis un paquet de nerfs, ma fille aussi, mais bon. Ça, vous m'étonnez. D'ailleurs, je vous conseille le magnésium. Mais... Oh, j'ai ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, d'après ce que j'ai vécu il y a 15 ans, j'ai toute une batterie pour... et là, je les prends avec vraiment précision, parce que je me dis, Tiote, lâche pas, prends bien ton traitement, parce que il faut que tu sois là pour ta fille, il faut que tu tiennes debout. Exactement. J'espère que vous prenez pas trop de café ou de thé le soir, parce que vous êtes assez péchu, Cathy. Non. Donc... Et encore là, je parle pas trop vite. Je vous remercie, parce que j'avais l'impression qu'on avait pris un TGV. Je parle pas trop vite. Oui, non, c'est bon. Mais ce qu'il y a, c'est que, voyez, moi, pourquoi ça m'affecte, vous allez me dire, j'étais pas vendeuse là-dedans. Non, ce n'était pas votre histoire. Et est-ce que il faut pas non plus déposséder votre fille de son histoire? Ah non, parce que... Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que voilà, moi, je suis extrêmement seule depuis mon divorce. C'est de pire en pire. Je n'ai plus de famille. On a perdu beau-frère et belle-sœur et maman. 3 décès en 3 ans. Il n'y a plus de maman, il n'y a plus de beau-frère, il n'y a plus de belle-sœur. Voilà, dans la région, je suis seule. Et à 58 ans, je me retrouve complètement seule. Et alors, oui. Et justement, mais ça c'est important ce que vous dites. C'est parce que c'est là que vous me donnez la clé un petit peu de ce qui se joue pour vous. C'est-à-dire que vous êtes seule, votre vie est finalement... parce que vous êtes toute jeune, 58 ans, c'est un temps où il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour être seule, mais je veux dire par là que vous êtes normalement dans une vie active, vous avez des collègues de travail, vous avez des voisins. Pas, Catherine. Voilà. Je ne travaille pas. Non, mais je dis normalement. Voilà, c'est un temps où on travaille, on a une vie sociale, une vie de voisinage, une vie familiale, etc. Et moi, j'ai plus rien de tout ça. Et il n'y a plus rien de tout ça. Et tout d'un coup, il y a un événement. Et cet événement, tout d'un coup, vient remplir votre vie avec, bien sûr, je ne nie pas la notion traumatisante, mais du coup, il remplit tout l'espace qui était trop vide. Et alors, c'est pour ça que vous me racontez des tas de choses avec des tout petits détails qui sont importants, bien sûr, si on est à la police criminelle, mais à la police scientifique, je veux dire, mais qui sont en fait des détails qui, enfin, remplissent cet espace tellement vide, tellement seul. Mais vous allez comprendre, Catherine. J'ai un petit peu compris quand même. Voilà, cette boîte, puis moi, c'est pas de la vantardise, pas du tout, mais moi je suis poisson, je suis empathie, je donnerai ma chemise, ça m'a pas beaucoup porté bonheur dans ma vie, mais comme dirait l'autre, à mon âge, on changera plus, et c'est vrai que... On peut essayer, Cathy, on peut essayer. Je suis bien avec tout le monde m'aime bien, je touche du bois. Alors vous n'êtes pas si seule que ça, alors? Non, comment dire, on va me dire bonjour, comment ça va, mais au quotidien, je rentre chez moi, je suis seule. Les week-ends, je suis seule. J'ai pas un coup de fil, je suis seule. Mais Cathy, vous voyez là, on se parle toutes les deux depuis un petit moment maintenant, comme si on se passait un coup de fil toutes les deux. Et vous voyez bien que vous êtes bavarde, vous parlez vite. J'ai besoin de si vous saviez ce que j'ai habité. Mais voilà. Et le problème, c'est qu'il reste peu de place pour la personne qui vous écoute en face. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont du mal à vous appeler, parce qu'ils ne savent pas quand ils vont raccrocher.
Non, c'est pas ça. Non, mais c'est que comment dire. Bon, puis les voisins sont en couple, tout ça, donc ils ont leur vie. Bon, bah voilà, les week-ends je les passe seule, les Noëls je suis seule, les anniversaires, fêtes des mères je suis seule. Enfin bon, voilà quoi, c'est bon. Mais Cathy, si à la fête des mères vous êtes seule, si quand votre fille lui arrive quelque chose, vous vous appropriez son histoire, il faut que vous lui laissiez son histoire, y compris son traumatisme, et que vous puissiez compatir et la laisser porter, raconter, et pas vous approprier son histoire. Sinon, vous la faites fuir sans vous en rendre compte, Cathy, alors que vous êtes à non pas douter. C'est pas, elle est quand même, comme elle est la seule sur place, elle sait qu'elle peut compter sur moi. D'ailleurs, au moindre truc, elle n'a que moi sur place. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais elle sait qu'elle peut compter sur sa mère. Même ses collègues lui avaient dit, tu sais, t'as une mère, tu sais, écoutez, je suis aux adultes handicapés, hein, et j'ai même pas 1 000 € par mois et je fais tout ce que je peux pour, enfin, tout. Je ne doute pas que vous avez le cœur sous la main, et je ne doute pas que, voilà. Mais parfois, vous savez, il faut pouvoir juste laisser un peu de silence pour laisser de la place à l'autre, juste un peu pour que votre fille et vos amis et votre voisinage prennent du plaisir et viennent profiter de la générosité dont je suis sûre, dont vous êtes pleine. Mais des amis, j'en ai pas. J'ai des connaissances, mais voilà. des connaissances, mais des amis, on peut dire vraiment, qui viennent me voir le week-end ou qui me donnent un coup de fil, non. Eh bien voilà, mais peut-être justement, je vous dis, c'est pour créer des relations, il faut aussi laisser un peu de place à l'autre pour que ça se fasse tout doucement. Et vous êtes toute jeune, vous avez de belles années devant vous pour pouvoir justement créer des liens. Et pour créer des liens, c'est pas que vous déversez sur l'autre, c'est aussi accueillir le propos de l'autre. Et d'ailleurs, à ce propos... Ah oui, mais ça fait 15 ans que je suis ça fait 15 ans que je suis sur ce lotissement, hein, donc mes voisins me connaissent depuis 15 ans. Hein. Bien sûr, et donc, comme je vous dis, voilà, ils vous connaissent, mais vous, allez les connaître, c'est-à-dire allez les rencontrer. Et à ce propos, eh bien, si vous le permettez, nous allons raccrocher toutes les deux, puisqu'il me faut maintenant rencontrer Véronique, qui va nous parler également sur cette libre antenne. D'accord ? Oui, je voulais quand même vous dire, Catherine, parce que bon, ça c'était important, que ce magasin, bon, j'y allais à peu près tous les 2 jours. Quand le patron ne me voyait pas, dire, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, tout ça. Je leur apportais des gâteaux, je leur faisais des crêpes. C'était un petit peu, vu ma situation. C'était votre vie sociale. Voilà, c'était aussi votre vie sociale. Je veux pas prendre la place de ma fille dans son traumatisme. Non, mais c'est pas moi qui étais dedans. Mais je veux dire que pour moi, ce qui est choquant, c'est que pour moi, c'est un petit peu une perte de soutien, de gentillesse, parce que d'une heure à l'autre, il n'y a plus rien. Bien sûr, c'était votre vie sociale, et du coup, ça a réveillé ce que vous pensez être le rien de votre vie. Voilà, et bon, aux voisins, je vous dis, je leur rends service aussi et tout, mais ce qui m'a énormément mis en colère, c'est que quand je leur ai dit à 2-3, dont il y en a qui étaient clientes dans ce magasin, vous savez que le magasin machin a brûlé, machin. Ah oui, on le sait. Mais parce que Cathy, c'est pas possible. Mais parce que eux, ça n'était pas leur vie sociale, c'était un des endroits où ils allaient, ça n'avait pas la même charge affective, et vous ne pouvez pas non, mais je vous parle ça de vis-à-vis de ma fille. Ils savaient que ma fille travaillait, et on n'a même pas demandé s'ils avaient été blessés, s'ils avaient pu s'en sortir. Je crois que bavarde comme vous êtes, si elle avait été blessée, vous l'auriez dit. Bon, Cathy, je vous souhaite une très bonne soirée. Apaisez-vous. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, et merci de votre enthousiasme. Et belle continuation. Hein. Voilà, et je vous rappelle, c'est la nuit, donc apaisez-vous et osez aller vers le sommeil tranquillement. Oui, mais ça fait des années que j'écoute Europe. Voilà. Bon, alors écoutez-la encore un peu et endormez-vous doucement. Très bonne soirée à vous, Cathy. Au revoir. Merci beaucoup, Catherine. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Et maintenant, nous accueillons Véronique. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Catherine. Alors, moi, écoutez-moi, je vous appelle parce que je suis en deuil. Oui. J'ai perdu ma sœur le 1er novembre, voilà. Ensuite, 2 jours après, mon chien s'est fait écraser et j'ai perdu ma maman il y a 3 semaines. Oui. Donc c'est
ce sont mes 2 piliers qui se sont éteints. Ma mère, ma sœur jumelle. Mhm. Et c'est très compliqué, en fait. Bien sûr, et vous avez 60 ans, hein, Véronique. Oui, voilà. Alors, j'ai des moments de grande exaltation et j'ai des moments où je suis complètement à ne plus rien faire. Vous voyez, et vous... Je mange beaucoup et je mange pas beaucoup des fois. Des fois, j'ai pas du tout faim. Des fois, je dévore. Mhm. Et vous vivez seule, Véronique? Non, j'ai un ami, mais en fait, mon mari, il est marin, et il est là 1 semaine sur 2. Et il comprend pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'il ne vous reconnaît pas, c'est ça? Parce qu'il reconnaît... Avant ces décès, c'est toutes ces pertes, vous étiez comment? Parce que moi, j'ai peut-être plus aussi le même comportement, il faut dire. Hein. Ben oui, puisque vous êtes en Parce deuil. que parfois, je fais des crises de nerfs. Parfois, je suis complètement abattue. Bien sûr. Parce que, et il faut se dire que ma sœur, on était ensemble depuis toute petite, quoi. Mhm. Je la voyais tous les jours et c'était un rapport très... Bah, déjà de jumelles, comme Oui, souvent les jumelles. on était toujours... oui, absolument. Et c'était très fusionnel. Et ça a été déjà là un gros chagrin pour vous à ce moment-là? Un gros chagrin, parce qu'en fait, elle est morte, mais en fait dans un accident à l'hôpital. D'accord, elle est allée à l'hôpital pour une chose anodine? Pour se faire opérer d'une artère. D'accord, et elle n'est pas sortie de l'opération? Je l'ai emmenée le matin et la nuit, on m'a dit qu'elle était morte, parce que ça s'est mal passé. Elle a fait une hémorragie interne, enfin bon. Okay. Tout le truc, quoi. D'accord. Oui, je perds ma voix d'ailleurs. Oui. Pardon. Mais je vous en prie, vous avez un verre d'eau près de vous? Oui. Oui, bon. Oui, et perdre sa voix, c'est un peu ce que vous êtes en train de me dire. Vous perdez votre voix au sens j'ai tout perdu, de toute façon. VOIE. Aussi, vous ne trouvez plus quelle est la voix. Hein, c'est ça. Et ma voix, oui, ma voix de route, ma voix de vie. Oui. Et votre maman, elle était, vous attendiez à sa perte également ou... Non, pas vraiment non plus. Et excusez-moi, mais il faut bien se dire que maman, il fallait pas lui dire que ma sœur était décédée. Donc le médecin me l'avait déconseillé parce qu'elle avait des problèmes de cœur. Donc j'ai été obligé de lui mentir. Donc ça faisait un deuil à pas partager. Donc une double peine. Mm-hmm. Alors moi j'inventais, je lui disais qu'elle travaillait et tout. Oui, quand maman me demandait de ses nouvelles. Et du coup, c'était une maman triste de ne pas voir son autre fille? Bien sûr. Oui. D'accord. Oui, donc on vous a chargé de quelque chose de lourd. Lourd. Parce que vous avez effectivement dû écrire une histoire fausse et taire un chagrin plutôt que de le partager. Taire un chagrin. C'est ça, Catherine, le mot, taire un chagrin. Oui, et aujourd'hui, faut-il s'étonner que vous puissiez faire de temps à autre des crises de nerfs, comme si tout d'un coup, ce silence ne pouvait plus être supportable. Et d'ailleurs, vous perdez votre voix comme si vous vous empêchiez, encore une fois, de dire, comme si vous continuez à porter le secret de la mort de votre sœur pour protéger votre mère, qui d'ailleurs n'a pas été protégée pour autant. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Et votre chien, il est mort également. Et 2 jours après, il adorait ma sœur parce que souvent il était avec elle et il s'est fait écraser comme un pauvre petit chien d'ailleurs. Un type qui l'a écrasé sur un parking qui s'est pas arrêté. Enfin, c'était très difficile. Mais bien sûr, je comprends parce que moi j'ai pas d'enfant et puis j'ai fait un peu un transfert avec les chiens par rapport aux enfants, quoi. Parce que j'ai eu des problèmes pour avoir des enfants, j'ai fait des grossesses extra-utérines, enfin, pas mal de difficultés. Et je suis tombée malade, je suis en retraite parce que je suis malade, j'ai une spondylarthrite ankylosante, et j'ai fait 2 AVC, enfin bon, beaucoup de choses.
Oui, c'est une vie lourde tout ça. Oui. Et vous avez un papa il est décédé, mon père. Mais il y a longtemps, lui. En 2007, oui. C'est pas si loin que ça quand même. Non. Et au deuil de papa, j'ai été obligée de tout faire parce que dans la famille, mes frères et sœurs travaillaient, et puis il fallait que j'accompagne et que je sois toujours là, quoi. Et là aussi, il a fallu taire votre chagrin et être efficace pour subvenir aux attentes des uns et des autres, c'est ça ? Exactement. Oui, alors franchement, il y a beaucoup de silence, mais de silence qui vous ronge, de silence que vous vous imposez aussi, hein, jusque dans cette voie qui déraille. Oui, un peu, oui, c'est ça. Oui. Et alors, dans tout ça, effectivement, vous avez un mari qui est marin, donc que vous ne voyez pas tout le temps, donc vous avez une vie assez solitaire. Et il reste... Mais je vais vous dire quelque chose, Catherine. À la limite, je préfère. Oui. Et à la fois, mais à la fois, d'abord, je suis heureuse que vous appeliez ce soir parce que j'ai l'impression que ce chagrin, vous ne l'avez pas beaucoup partagé avec qui que ce soit. Non, avec personne d'ailleurs. Parce que vous savez, moi j'ai beaucoup de connaissances, j'ai quelques amis, mais en fait, je veux toujours paraître bien, enfin, disons, être, voilà. Mais à la fois, être bien, il faut l'être pour soi, il faut avoir ce projet pour soi, non, mais pour pas moi, pour les autres. Pour moi, non, des fois. Mais voilà, mais c'est ça, c'est que on peut pas se construire et faire simplement pour les autres. On est obligé enfin, la société ou notre famille ou nos amis ne doivent pas imposer un maintien de soi, en quelque sorte. On doit se tenir droit pour soi-même, on doit avoir des projets pour soi. On doit se donner, se promettre la vie quand bien même d'autres la quittent. Et donc c'est intéressant parce que vous me disiez par rapport à la nourriture, par exemple, il y a des moments où vous dévorez, comme on dévore la vie, ou comme on dit sa colère, parce que ça peut être une forme d'agressivité sur la nourriture, qui est une façon de raconter sa colère, ou au contraire une façon de dévorer la vie. Et puis à d'autres moments, vous vous laissez un peu comme mourir en ne vous nourrissant plus, comme si... oui. C'est complètement anarchique, mon alimentation. Oui, et c'est nouveau, ce n'était pas le passé. Et c'est nouveau, voilà. Et en fait, avec tout ça, j'ai pris du poids. Alors bon, bref, c'est pas grave ça, vous savez. Alors, c'est pas très grave. Je relativise. Oui, j'entends que vous relativisez, mais... oui. Vous savez, moi, quand je vois ma sœur morte, moi maintenant, vous savez, que je sois grosse ou maigre, je m'en fous. Oui, c'est pas grave. Ça. Et à la fois, on peut pas se déserter non plus. Vous êtes non plus. Voilà. Parce que moi, je prenais toujours beaucoup soin de moi. Et alors, justement, c'est pas parce que votre mère est morte qu'elle vous a abandonné, c'est pas parce que votre sœur est morte qu'elle vous a abandonné. C'est ça comme sentiment. Oui, je comprends, comme si vous avez laissé toute seule, bien sûr, et y compris votre petit animal qui était la douceur. Parce que moi j'avais fait un transfert par rapport à mes échecs de grossesse. Mais bien sûr, je comprends tout à fait. Voilà. Et même quand bien même vous auriez un autre chien, de toute façon, il ne remplacerait pas. Ça y est, j'ai un autre chien, Catherine. Très bien, très bien. Et je l'ai pris très vite. Et pourtant, je me disais, soit j'en prends un, soit j'en prends pas du tout. Je dis j'en prends un. Très bien. Donc vous voyez, vous faites la même chose qu'avec la nourriture. Soit j'en prends un, soit j'en prends pas du tout. Soit je mange, je dévore. Moi, je suis très excessive de toute façon. J'ai ce problème à gérer, justement. Oui. Je suis excessive en tout. Et c'est ça. Et donc, vous êtes excessive en tout et c'est à la fois ce qui vous tient en vie et c'est aussi ce qui fait que vous êtes capable de vous faire beaucoup de mal. Et alors, parce que maintenant, il va falloir vivre, non pas qu'il va falloir, mais vous avez l'opportunité de vivre et de vivre des choses. Alors, il y a une phrase... C'est une belle chose, ça. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit on ne ferme pas les yeux de nos morts, c'est eux qui nous les ouvrent. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je vous invite à garder dans un petit coin de votre tête et de vous répéter. Qu'est-ce que je peux ouvrir comme yeux sur le monde
sur ma vie, sur ce que j'ai pas encore eu le temps de faire, pour que j'en ai tellement fait déjà, Catherine. Oui, mais vous savez, la vie, elle nous permet d'en faire encore d'autres. Alors que je vous explique, parce que je suis malade, j'ai une spondylarthrite ankylosante, j'ai un rhumatisme psoriasique, je fais des AVC. Bref, vous avez encore entendu. Alors je dois donc partir en cure thermale là, le 11 juin. J'avais même plus envie de partir. Oh, ça serait pourtant tellement bien que vous partiez. J'y vais. Justement pour que vous preniez de l'air, que vous sortiez de ces lieux où il y a la trace de tout le monde et de tous ces disparus, et pour aller prendre soin de vous, pour y aller avec votre petit animal, Ah non, je le prends pas, il fait trop chaud. Je vais dans le sud. Donc c'est mon neveu, le fils de ma sœur, avec qui je suis très très en lien, parce que c'est un petit garçon, si vous voulez. Quand ma sœur était enceinte, son mari l'avait abandonnée. Donc je suis toujours resté près d'elle. Et Nicolas, il s'appelle, je vous le dis, et c'est mon filleul et comme mon fils. Voilà, donc il va garder votre petit chien pendant que vous allez vous faire dorloter, aller vous faire câliner par le soleil, et puis et goûter à la vie, et justement garder dans votre tête vraiment, Véronique, cette phrase, vraiment, c'est ouvrir les yeux, parce que quand nos morts très beau. Parce que quand nos morts s'en vont, évidemment qu'ils nous manquent. C'est dur, ma pauvre. Mais ils ouvrent de l'espace, et il vous appartient aujourd'hui de mettre tout en œuvre pour habiter cet espace, pour faire des choses, pour être digne justement de ceux qui sont partis, laissant de la place à remplir et à créer. Oui. Voilà, donc de tout mon cœur, je vous souhaite de pouvoir donner à cette citation du sens. Oui, je ne trouve pas de sens en fait, Catherine, à ça, c'est ça Voilà, c'est ça. Eh bien, peut-être que justement, dans le fait de vous faire dorloter par des thérapeutes et des soignants pendant cette semaine, vous trouverez au travers d'un échange et de la douceur de nos relations, du sens à donner à cette vie, et peut-être des choses à transmettre aussi à votre tour. Voilà, Véronique, je vous souhaite un bon courage pour tout ça. Merci infiniment. Vous êtes excellente et très patiente avec les gens. Merci infiniment, je vous promets, êtes adorable. Parce que moi, je n'aurais pas cette patience. Je vous admire. Au revoir, Véronique. Eh bien voilà, l'émission se termine, mais j'ai la joie de vous retrouver encore demain sur cette même libre antenne. Mais pour l'heure, je vous souhaite à tous une nuit paisible et peut-être encore un peu à l'écoute d'Europe 1, et notamment les programmes de la nuit. Ce soir, Fabrice d'Almeida et Au cœur de l'histoire. Il est 1h du matin, vous écoutez Europe 1.